L'aventure n'existe que si on la crée. Ces paroles de Joël Mang, le fondateur de nos échanges étudiants avec la France depuis 1987, sont porteurs de réflexion. Depuis lors, au-delà de la France, nous avons découvert le Mexique, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, le Maroc, la Grèce, l'Allemagne, l'Italie, l'Argentine, la Californie, le Texas, le Danemark, l'Espagne, le Wisconsin, le Brésil et combien d'autres encore. Tous ces pays ont été sillonnés par nos étudiants et étudiantes avec une soif de découverte, de compréhension de l'agriculture à travers le monde. Souhaitons que cette histoire profondément ancrée dans les racines de l'ITA puisse perdurer encore pour des générations d'étudiants et d'étudiantes. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente présentation. Saviez-vous que le Brésil est le sixième pays le plus peuplé au monde? En effet, ce pays d'Amérique du Sud comporte plus de 210 millions d'habitants. Sur ce total, la langue la plus parlée est le portugais, suite à la colonisation des Portugais en 1500. Sinon, plus vers le sud, on peut y retrouver l'allemand et l'italien dû à l'immigration, ou bien l'espagnol et l'anglais dans les grandes villes touristiques. 80% des habitants sont catholiques, mais il ne faut pas oublier qu'avec l'ampleur du pays d'aujourd'hui, il existe au final 1001 Brésil, donc différentes coutumes et réalités régionales très variées d'un endroit à l'autre. Le Brésil est une république fédérale constitutionnelle composée de 26 États. Depuis le 1er janvier 2019, Jair Bolsonaro est le président. La région de Sao Paulo a été fondée en 1954, endroit où nous n'avons fait qu'une escale. La grande ville de Rio a été fondée en 1965, l'endroit où nous avons commencé et terminé notre périple. Le soccer et la musique est quelque chose de très important au Brésil. Pour le soccer, le roi Pelé en est la preuve, et pour la musique, le carnaval. De notre côté, nous avons eu la chance de passer la journée dans le parc de Paris, où l'ambiance du carnaval était à son plus haut niveau, événement qui est répandu partout dans la grande métropole. À ce jour, nous avons découvert que le carnaval se concentre sur des compétitions de danse, chant et de style. Après cette belle journée, nous nous sommes envolés pour Toledo, où nous y avons rencontré notre traducteur Marc Dallaire, accompagné de Liane, ancienne professeure locale. Suite à ce vol intérieur, nous nous sommes arrêtés dans une autre importance de ce pays, la cuisine, pour y souper dans un restaurant typiquement brésilien. Voilà notre première expérience de churrasco, un repas qui comporte les meilleures viandes locales, marinées et grillées sur la braise. Vous souvenez-vous du nombre d'habitants au Brésil? Eh bien, sur ce 210 millions, 11,6 millions de gens habitent dans des favelas, qui sont des bidonvilles construits sur des terrains occupés illégalement et contrôlés généralement par des trafiquants de drogue. Le Brésil est un pays riche, même plus riche que les États-Unis, mais la mauvaise distribution de ses richesses et la corruption apportent beaucoup de pauvreté. Une des raisons pour laquelle la classe moyenne n'est pas vraiment là au Brésil est liée aux programmes sociaux peu présents, comme l'éducation et la santé. Le gouvernement est axé sur les exportations, donc il favorise les grandes entreprises en exportation plutôt que les particuliers. À partir des années 1990, le Brésil devient une puissance économique. Pourquoi? Car de nombreux changements sont apportés aux politiques économiques et administratives. Lorsque l'économie du Brésil s'est ouverte aux échanges de marchandises, cela a permis au pays d'exporter des produits de l'agriculture, des ressources naturelles et des biocarburants, même que leur PIB a augmenté de 0,7% en seulement un an. Connaissez-vous la relation du commerce entre le Québec et le Brésil? Eh oui, seulement en 2017, leurs échanges commerciaux représentaient 2,9 milliards. Le Brésil est donc au premier rang des partenaires commerciaux du Québec en Amérique latine. Pour le tourisme, les Brésiliens qui viennent au Québec augmentent d'année en année. En effet, les dépenses au Québec réalisées par les Brésiliens ont passé de 10 millions à 54 millions. Pour les dépenses des Québécois au Brésil, on a passé de 13 millions à 25 millions. Le Brésil est la plus grande économie en Amérique latine et se trouve au premier rang des puissances agroalimentaires du monde. L'agriculture et la transformation alimentaire contribuent à part égale à 6% du PIB, dont 25% des emplois sont dans le domaine agroalimentaire. Dorénavant, le premier pays exportateur de produits agricoles au monde, le Brésil est en plein essor. Ses performances ne cessent de s'améliorer, notamment dans le secteur du grain. Saviez-vous qu'entre 1991 et 2008, les superficies en culture ont été multipliées par 1,2? Il faut dire que le Brésil a l'avantage de faire jusqu'à 3 récoltes par année. D'autant plus que ses performances dans la volaille, le soya, le maïs grain et le porc se voient elles aussi plus satisfaisantes.
Actuellement, le Brésil est au premier rang en termes de production de jus d'orange, de café et de sucre. Il est également en deuxième place pour la production de soya. Et finalement, on retrouve le maïs, la viande bovine et la volaille en troisième place. À l'intérieur du pays, on retrouve deux types d'agriculture. La première étant agro-industrielle, représentant les producteurs de masse. Ceux-ci sont peu nombreux et détiennent la majeure partie des terres agricoles. Par exemple, 43% des producteurs étant dans cette classe cultivent 500 hectares, alors que les autres en possèdent 2000. La deuxième est l'agriculture familiale, soit les paysans qui ont en moyenne 25 hectares de culture, représentant seulement 5% des terres. Cela dit, une petite poignée de gens détiennent 63% des terres du Brésil. Afin d'offrir une aide aux producteurs, le Brésil possède des politiques agricoles visant à augmenter leur production ainsi que d'améliorer leur productivité. Notamment, le Brésil comporte quelques faiblesses au niveau de l'organisation du secteur agroalimentaire, entre autres la logistique du transport, les infrastructures, l'environnement et le statut sanitaire. Bref, le Brésil représente un concurrent important pour le Canada et c'est pourquoi notre passage dans ce pays était justifié afin d'aller voir et explorer ce qu'ils font. Lors du 6 mars en matinée, nous avons eu la chance de visiter la ferme familiale du Rigon, une ferme qui offre dans la production de porcs d'engraissement, de bovins de boucherie, de grande culture et de pisciculture. Dans le volet porcs d'engraissement, la ferme a 2000 porcs en intégration avec la coopérative du coin. L'élevage à forfait est similaire au Québec et les performances le sont aussi. Les porcs entrent à 35 kg et sont abattus à 130 kg vivants. La ferme du Rigon réussit à rendre à terme les porcs en 120 jours grâce à un gain moyen quotidien de 800. Les porcs ont une superficie de 14 pieds carrés à 130 kg vivants, tandis qu'au Québec, les porcs ont une superficie de 9 pieds carrés à 130 kg. Malgré les chaleurs extrêmes du Brésil, le taux de mortalité est de 3%, ce qui est inférieur à la moyenne québécoise qui oscille de 4%. Le croisement de race est de 50% Landrace et 50% de Duroc, Large White et de Piétrin. La ferme produit aussi 250 bouvillons d'abattage de race, 50% Zébu et 50% Angus. La famille fait entièrement la mise en marché de leur viande de bœuf pour diversifier l'entreprise. La ferme ne casse pas les bœufs, donc il commence l'élevage à 190 kg et arrête rapidement l'élevage après 4 mois pour les faire abattre à 290 kg. La ration des bouvillons est constituée de maïs, de soya, de millet et de pâturage. La pisciculture fait aussi partie de leurs activités, quoiqu'elle est présentement au ralenti, puisque l'offre est supérieure à la demande. Le prix de vente, pour atteindre la rentabilité, doit être aux alentours de 4 réals du kilogramme, mais le prix est présentement de 3 réals. La famille a donc commencé à faire l'élevage de poissons pour la pêche sportive. Dans la grande culture, la ferme a 400 hectares et fait une rotation maïs, soya, avoine. Avec cette rotation, ils sont capables de faire 3 récoltes par année. En raison de leur proximité avec la ville, les terres valent 45 000 $ par hectare, comparé à Saint-Hyacinthe où les terres valent 50 000 $ à l'hectare. Le maïs est planté aux 20 pouces, à un taux de 70 000 plants à l'hectare et fertilisé avec 250 kg de NPK ajusté à chaque culture. Ils fertilisent donc beaucoup, mais ont un taux de semis inférieur aux pratiques québécoises. Le rendement obtenu est de 12,8 tonnes à l'hectare, ce qui est semblable à la moyenne québécoise. Dans le soya, la ferme du Rigon plante à un taux de 170 000 plants à l'hectare et obtient un rendement de 4,9 tonnes à l'hectare. Pour l'ensemble des cultures, ils font un travail minimum en semi-direct. Le plus grand défi pour la ferme est l'utilisation excessive du Roundup qui a créé une résistance des mauvaises herbes. En terminant, nous devons souligner le bel accueil du producteur et de sa famille. Nous avons visité une maternité porcine de 4100 truies. Cette entreprise familiale est pionnière dans le secteur porcin dans sa région. La ferme est intégrée avec l'abattoir BRF. La ferme comprend 48 employés. L'entreprise utilise des truies de race danoise. Il utilise cette race puisque les producteurs cherchent une truie qui est petite.
En fait, si les truies sont trop grosses, elles ne seront pas performantes à cause de la chaleur intense du pays. Ensuite, le bloc saillie compte environ 780 truies. Les truies sont inséminées 2 à 3 fois. Au total, 2 employés consacrent 3 heures pour les inséminations chaque matin. Nous avons trouvé cela intéressant de voir le système de code qu'ils utilisent sur les truies inséminées du jour. Ils écrivent la date, le moment de la journée et un point de couleur pour chaque insémination. Afin d'aider pour l'insémination, l'entreprise compte 20 verras souffleurs. Les truies restent dans le bloc saillie 21 jours. Elles sont ensuite transférées en gestation en parc avec une alimentation au sol. Il y a 190 truies qui mettent bas chaque semaine. Dans les cages de mise bas, on retrouve des niches pour les porcelets. Elles permettent de garder les porcelets au chaud. Les porcelets sont sevrés à 21 jours et pèsent environ 7 kg lors de leur sortie. Les porcelets sont castrés grâce à un traitement inhibiteur de la libido. Le producteur reçoit 4,31 réals par kilogramme, ce qui équivaut à environ 1,50 canadien par kilogramme. La gestion des fumiers est faite de manière écologique grâce à un système de biogaz. Voici un tableau comparatif des performances de la ferme du Brésil et de la moyenne du Québec en 2017. Visite chez la ferme Cerruti, jour 6. Tout d'abord, nous sommes allés visiter une ferme porcine et de grande culture dans la belle grande région de Toledo. L'entreprise fondée par 5 frères en 1970 est indépendante. Dans leur département porcin, ils possèdent actuellement 5400 têtes, dont 800 truies et 4600 porcs à l'engraissement. Une des particularités de l'entreprise, c'est qu'ils produisent leur propre moulée à base de minces grains fermentés afin d'atteindre une meilleure efficience alimentaire. Ils sont autosuffisants à 80%, donc ils doivent acheter une partie de la récolte pour combler leurs besoins. Les principales difficultés de vendre leur porc comme producteurs indépendants sont qu'ils doivent passer par un intermédiaire, même s'ils vendent 250 à 300 porcs par semaine, car les abattoirs sont contrôlés par l'État. En ce qui concerne les performances générales, elles sont très bonnes. Le gain moyen quotidien est à 0,86 kg au jour et le nombre de porcelets sevrés par année est de 30 porcelets. Au sevrage, le poids des porcelets est de 6,1 kg à 21 jours. Les propriétaires veulent améliorer leur situation en investissant dans une nouvelle maternité pour augmenter le poids au sevrage et pour augmenter les porcelets sevrés à 32 par année. Pour leur revenu et leur coût de production, ils vendent pour 3,5 réals le kilo et cela leur coûte 3,1 réals le kilo à produire pour une marge de 0,4 réals. Pour le volet des grandes cultures, ils possèdent 400 hectares en cultivant du maïs et du soya en faisant 3 récoltes par année. Nous avons visité un site de démonstration ayant 20 variétés de soya différentes. Ils appliquent 2 passages de glyphosate par culture. Leur principal problème est la punaise terne qui s'attaque aux fleurs de soya et la résistance des mauvaises herbes due à l'utilisation fréquente du glyphosate. En termes de rendement, ils atteignent des rendements de 4,5 tonnes pour le soya. Pour le maïs, c'est 11,2 tonnes à l'hectare durant l'été et 7,5 tonnes à l'hectare durant l'hiver. En ce qui concerne le prix des terres, elles valent pour 36 000 canadiens l'hectare en raison du cycle du prix du soya. Pour les prix du grain, ils doivent voir la tendance du marché mondial. En ce moment, on parle de 1000 réals la tonne pour le soya et 500 réals la tonne pour le maïs. Pour le coût de production, il est assez similaire qu'au Québec en raison de la fertilisation et du coût de la semence. En conclusion, la ferme possède toute la machinerie nécessaire pour faire leur opération au champ, que ce soit l'ébattage, les arrosages et les semis. À la fin, nous avons pu remercier chaleureusement les producteurs pour nous avoir fait visiter leur belle entreprise. Nous avons eu la chance de visiter la coopérativa agro-industrielle Primato. Premièrement, Primato est composé de 31 sites de production agricole. Cette coopérative est née il y a 22 ans et a subi une croissance de 40% dans les 3 dernières années. En 2018, Primato avait un chiffre d'affaires de 587 millions de dollars. Sur ce plan, Primato emploie 200 travailleurs. La coopérative est opérationnelle 6 jours par semaine, 24 heures sur 24. Nous avons eu la chance de faire une visite guidée qui débutait par la ligne d'expédition de le moulin à vrac.
Ils font la livraison d'environ 800 tonnes par jour ou 19 000 tonnes par mois. Ils ensachent 400 poches de 25 kg par heure de façon automatisée. Finalement, nous avons observé l'immense plan de manutention des grains qui totalisait une capacité de 52 000 tonnes de stockage. Le plan est conçu pour recevoir seulement du maïs et du soya durant toute l'année. Il y a 2 quais de déchargement de 80 tonnes à l'heure, ainsi que plusieurs séchoirs pour une capacité de séchage de 320 tonnes à l'heure alimentés par du bois de la région. Il y avait 12 silos de 15 mètres de large par 22 mètres de haut, totalisant 4000 tonnes chaque. Ce plan a été bâti il y a quelques années pour la somme de 27 millions de dollars canadiens. Pour finir la visite à la coop, nous avons visité les parcelles de recherche et de développement de 10 hectares. Ils expérimentent différents espacements de maïs, dont 2 rangs de 20 pouces suivis d'un espacement de 40 pouces avec du Brachiaria rusicendis, une graminée utilisée en engrais vert. L'agronome nous disait que le rendement de la région était de 12,5 tonnes à l'hectare à la première récolte et la deuxième de 8,7 tonnes à l'hectare, pour un total de 21,2 tonnes à l'hectare, comparativement à 9,4 tonnes en moyenne au Québec. Dans la deuxième récolte de maïs, l'agronome nous a expliqué qu'il appliquait seulement 300 kg par hectare d'engrais de la recette 10-07-14. La population dans les parcelles est de 55 000 plants par hectare, avec une maturité relative variant entre 150 et 180 jours. Pour le soya, la moyenne brésilienne est de 3,8 tonnes à l'hectare par récolte, comparativement au Québec avec 3,2 tonnes à l'hectare. Les prix des terres dans la région est de 34 000 canadiens par hectare. Nous sommes allés visiter une ferme laitière familiale, la ferme Piovessan. La ferme exploitée par le père et un de ses fils comprenait une soixantaine de têtes, dont 50 en lactation, et elle possédait 7 hectares de culture. La ferme fait vivre une famille de 4 personnes. Les installations laitières étaient une salle de traite double 4 swing-over pour 3 traites par jour. Les vaches étaient en stabulation libre sur le jet avec des matelas et de la ripe comme litière. Un système de flush avec de l'eau est utilisé pour l'évacuation du fumier et ceux-ci sont épandus sur les champs de la ferme et ceux des voisins. L'étable est ventilée par ventilation naturelle et tunnel avec des buses afin de procurer aux animaux un bien-être optimal vu les températures qui peuvent atteindre 40 à 50 degrés en été. Le jour, le bâtiment est gardé dans le pénombre à l'aide de rideaux pour empêcher les rayons du soleil de pénétrer dans l'étable et la nuit, il contrôle la lumière artificielle pour optimiser la consommation et le cycle des animaux. L'alimentation est assez simple. Le maïs en silage cultivé sur la ferme est entreposé en silos couloirs dans la terre et le reste des aliments, dont le foin, les suppléments et les minéraux, est acheté parce que la ferme n'a pas assez de grande superficie. Une seule ration est servie aux vaches en lactation, donc il n'y a pas de groupage. Une particularité de la ration est qu'elle est beaucoup plus riche en protéines qu'au Québec. La ration se compose comme suit. 30 kg d'ensilage de maïs, 5 kg de foin semi-sec, 8 kg de suppléments protéiques et des minéraux, ce qui donne une ration à 21 % de protéines. En raison de la chaleur qui limite souvent la CVMS, il concentre la ration entre 20 et 24 % de protéines brutes selon les périodes de l'année. Lors de notre passage, il avait eu des difficultés avec l'ensilage de maïs qui avait été fait trop sec, ce qui limitait leur production. Dans un pays où il fait toujours 20 degrés et plus, faire du maïs ensilage parfait est un art. Côté reproduction, les vaches sont inséminées par le producteur lui-même avec des semences d'une filiale brésilienne d'ABS. Ces critères étaient essentiellement axés sur le système mammaire, la production et la taille des animaux, de plus petite taille qui résistaient mieux aux chaleurs. Au niveau de la santé du troupeau, ses principaux problèmes sont le piétin et la mamite Cynodon sp. L'âge moyen du troupeau est de 4 lactations. Il élève donc très peu ses animaux et il achète des premiers veaux avec un objectif de production de 7500 kg à la première lactation. Chaque année, 3 à 5 sujets proviennent de Cimex Canada. Les vaches produisent entre 28 et 30 litres de lait par jour avec une régie de 3 traites. Le prix du lait est de 1,41 réal en moyenne depuis 3 ans et son coût de production est de 1,50 par litre. Le lait est vendu à une coopérative qui prend le lait sans avoir de normes précises pour la qualité du lait, mais avec des maximums à ne pas dépasser, tels que 1 million de CCS et 100 000 bactéries par millilitre. Actuellement, la ferme fait 200 à 250 000 de CCS et 10 à 15 000 de bactéries par millilitre. Depuis environ 3 ans, la ferme n'est donc pas trop rentable et il se pose beaucoup de questions sur l'avenir de la production laitière, qui n'est pas encouragée par le gouvernement comparativement aux productions de viande. Bien qu'il existe un système de crédit agricole, comme ils ont peu d'actifs à mettre en garantie, l'endettement à long terme n'est pas une option pour eux. Avec l'arrivée de son deuxième fils bientôt, le propriétaire investit dans une compagnie de tourbe pour réussir à se faire vivre. Le prix des terres dans cette région est d'environ 30
5 000 à l'hectare, ce qui est dispendieux pour rentabiliser la production laitière. Quand ils ont compris le prix du lait au Canada, ils étaient jaloux. Mais quand ils ont compris l'investissement à faire dans le quota pour accéder à ce prix, ils ont vite compris qu'on était un peu fous. Nous avons eu la chance de visiter une petite ferme laitière de 30 vaches en lactation lors de notre séjour au Brésil. La ferme a été fondée il y a 32 ans par le propriétaire actuel lorsqu'il s'est marié. À l'origine, il est là plus au sud, soit le Santa Catarina, mais les possibilités de développement étaient plutôt limitées. Ils sont donc partis de zéro. Comme plusieurs fermes laitières dans la région, l'entreprise possède peu de terre, soit 7 hectares qui sont cultivés en maïs en silage. Ils font 2 récoltes de maïs en silage, qui est le seul fourrage de ce troupeau, et une récolte d'avoine noire. L'ensilage est entreposé en bunker et le reste de l'alimentation est acheté. Le prix de terre de cette région est d'environ 56 000 canadiens par hectare. L'entreprise a aussi 2000 porcs en engraissement pour diversifier ses productions, mais nous ne les avons pas visités. Ce qui démarque cette entreprise est l'utilisation d'une litière compostée depuis 4 ans pour les vaches laitières. Ce changement fut un point de pivot important pour l'entreprise qui hésitait à mettre la clé sous la porte après plusieurs années de problèmes de santé et de production pour ce troupeau qui a déjà compté plus de 70 vaches en lactation. Ce changement de litière a été très bénéfique sur la santé des vaches qui n'ont presque plus de mammites et de piétins. Depuis ce changement, les vaches font en moyenne 7 lactations avant de quitter le troupeau. La litière est composée d'un mélange d'écailles de riz, d'avoine noire et de ripes d'eucalyptus. Au début du cycle, il épand environ 150 mètres cubes, soit environ 50 tonnes de litière. Puis, durant la période d'été, ce qui est notre hiver, il doit ajouter environ 20 mètres cubes, soit 7 tonnes de litière, aux 70 jours. Et en hiver, une période plus humide, il doit ajouter la même quantité aux 10 jours. La litière est brassée 2 fois par jour à l'aide d'un équipement spécialisé porté sur un tracteur, un semblant de chisel sous-soleuse. Le producteur vide le compost aux 2 ans ou au moment où l'accumulation atteint 130 cm et il vend pour avoir un revenu supplémentaire sur l'entreprise. La litière qu'il achète lui coûte environ 100 réals par tonne métrique et il réussit à vendre le produit final composté à 90 réals la tonne métrique, ce qui au net finance environ 80% des coûts associés au système d'accumulation de litière. Afin de maintenir une température de 60 degrés qui optimise le compostage, la litière est brassée 2 fois par jour afin d'amener un maximum d'oxygène. Le brassage est fait lorsque les vaches sont dans la salle d'attente du salon de traite. Le salon de traite de ce producteur est un swing-over 4 treilleuses et sa moyenne de production est de 22 litres par vache par jour. Mais lors de notre visite, sa production avait diminué à 17 litres par vache par jour dû à plusieurs tarissements et plusieurs lactations avancées. La ration est composée de 4,5 kg d'un mélange de fèves de soya et de minéral. À cela s'ajoute le maïs en silage qui est servi à volonté. Le lait est vendu dans une petite laiterie locale qui fait la récolte à tous les jours. C'est la laiterie qui est responsable du contrôle de la qualité, CCS Bactéries, et qui prend en charge le transport. Nous avons pu déterminer qu'il n'existe pas de norme nationale pour la qualité du lait et que le contrôle varie d'un acheteur à l'autre. Malheureusement, comme le prix au producteur est basé sur le prix international, il reçoit actuellement environ 1,4 réal par litre. Le producteur réussit à peine à couvrir ses coûts de production avec la vente du lait. Le plus grand défi de la ferme est les maladies transportées par les oiseaux qui peuvent circuler librement dans la ferme qui est ouverte pour avoir une ventilation naturelle. Finalement, le projet à court terme du producteur est de s'acheter un biostat pour pouvoir choisir ses semences de taureaux et ainsi faire ses inséminations lui-même. Par cet investissement, il souhaite améliorer sa génétique afin d'augmenter sa production. Pour l'instant, environ 70% de son troupeau est inséminé artificiellement par un inséminateur professionnel et le 30% restant est inséminé par un taureau d'étable. Dans le futur, le plus grand défi est d'intégrer la relève à l'entreprise puisqu'ils devront augmenter substantiellement les revenus de la ferme pour y arriver. Comme la production laitière n'est pas subventionnée au Brésil, bien des questions sur la diversification se posent.
Notre journée a commencé chez Gustavo, l'éleveur de poissons tilapia. L'entreprise intégrée avec la coopérative Copacol a démarré il y a 2 ans en partenariat avec le père de Gustavo, pour une somme d'investissement de 1,5 million de réals. On peut y compter 4 lacs, des pompes à eau immenses, des agitateurs d'eau, un hangar, 2 silos à mouler, un tracteur ainsi qu'un distributeur à mouler de poissons. Contrairement à ce que nous pensons, nous avons constaté lors de notre visite que la production de poissons n'est pas aussi simple qu'on le pense. Les enjeux comme la qualité de l'eau, le pH, l'oxygénation est très importante. Plusieurs produits sont nécessaires afin de garder une bonne qualité de l'eau et un bon pH. Chaque heure, Gustavo va prendre un échantillon de l'eau afin de s'assurer de la bonne quantité d'oxygène présente. C'est lorsque c'est sombre et nuageux qu'il est important de bien oxygéner les lacs, puisque les poissons sont moins actifs et vont moins manger. Le taux de mortalité peut alors augmenter jusqu'à 10%, mais le producteur se situe à 2 à 3%. Il ramasse environ 30 à 40 poissons morts par jour avec lesquels il produit du compost. Heureusement, un système d'alarme est mis à sa disposition pour intervenir en cas de bris 24 heures sur 24. En effet, s'il manque d'électricité pendant 1 heure, il peut voir jusqu'à des dizaines de milliers de poissons mourir. Un autre enjeu très important pour lui est son coût en électricité. Ses besoins en énergie représentent 50% de son coût de production, soit 18 000 réals par mois en électricité. La dépense est reliée au pompage de l'eau qui provient d'une rivière vers les bassins. Il s'agit de 2 pompes de 40 HP, pompant chacun 500 ml d'eau par heure. Cependant, les deux ne fonctionnent pas toujours en même temps. Maintenant, pour ce qui est de la production, il reçoit les poissons lorsqu'ils sont âgés de 30 jours. À ce moment-là, ils pèsent 30 grammes. Ensuite, il les élève pendant 8 mois, jusqu'à un poids de 900 grammes. Les poissons sont alimentés par un distributeur à air attelé sur un tracteur. Selon leur grosseur, âge et groupe, 6 sortes de moulées sont utilisées. Il s'agit principalement de 50% de farine, 25% de maïs et 25% de soya. Avec ce mélange, on arrive avec un moulé de 20% de protéines. Enfin, lorsqu'il est temps de la récolte, il va abaisser le niveau d'eau dans les bassins et ensuite pomper l'eau et les poissons dans un réservoir pour les acheminer vers la transformation. La boue des bassins est vendue comme fertilisant aux producteurs voisins. Finalement, la production de poissons est un travail assez complexe à gérer. Ça demande 10 heures de travail par jour pour un producteur de 400 000 poissons. Dans les prochaines années, il voudrait avoir un projet innovateur dont l'énergie solaire pour réduire ses coûts de production. Nous nous sommes fait accueillir par M. Anderson et toute sa famille qui nous ont présenté leur ferme. Historiquement, l'entreprise fondée par les parents était axée principalement sur la production avicole, mais l'intégration de leur fils et de leur fille a nécessité une diversification dans la production de fraises et d'eucalyptus. L'entreprise compte premièrement un poulailler de 23 000 broilers où sont produits 6 lots par année. Toute la production est gérée par l'intégrateur BRF qui fournit les poussins et la moulée. Il s'occupe aussi du transport et de l'abattage. Ils sortent les poulets à 3,3 kg et ils atteignent ce poids en 45 jours. Le taux de mortalité n'est pas si élevé malgré la forte température. Il se tient aux alentours de 3%. La production est axée sur la consommation locale, même s'ils exportent 30% de celle-ci. Les producteurs s'occupent de la gestion du fumier et fournissent son temps pour s'occuper des poulets ainsi que les bâtiments et charges associées telles que l'énergie. L'élevage se fait sur accumulation de litières, d'écailles de riz, d'avoine noire, d'eucalyptus qui est brassé entre chaque lot et peut être utilisé de 5 à 6 ans avant d'être changé. Cette litière est un gros investissement, mais ils peuvent la revendre à la fin du cycle environ 100 réals, 35 canadiens, par tonne. Une des particularités de cette production en climat très chaud, c'est la nécessité d'une ventilation qui refroidit l'air extérieur efficacement. La ferme a investi dans un système de membrane dans laquelle circule de l'eau qui refroidit l'air à l'entrée. Pour un bâtiment de 10 mètres par 100 mètres, on parle d'un investissement de 150 000 réals. Mais ce système se rentabilise rapidement puisqu'il permet d'abaisser la température de 10 à 15 degrés par rapport à l'extérieur. À titre d'exemple, la journée de notre visite, la température extérieure était de 38 degrés et à l'intérieur du bâtiment, nous étions à 28 degrés, soit 10 degrés d'écart. Comme les poulets étaient jeunes, le système n'était pas à son maximum. Comme diversification, la relève a implanté la production de fraises sous grand tunnel. Il tient en ce moment 2 variétés, pour un total de 8000 plants, une produisant annuellement, et l'autre seulement 3 mois. Cependant, ils font un virage vers la variété annuelle, car ils veulent pouvoir fournir le marché durant toute l'année et donner un apport constant en fraises à leurs clients. Pour ce qui est de la méthode de production, les plants sont disposés dans des sacs surélevés où ils sont fertigués. Le substrat de culture est composé d'un mélange d'écailles de riz, d'avoine noire et de bois d'eucalyptus.
À l'aide d'un outil, le producteur teste la composition des éléments fertilisants qu'il retrouve dans son eau afin d'ajuster correctement les périodes de fertilisation. Le climat idéal pour la production dans leur région leur permet d'atteindre des rendements de 900 grammes à 1 kg par plant par année. Ils constatent environ des pertes de 5% dues à la maladie et à la qualité esthétique des fruits. La gestion de l'eau est un point critique. Ils consomment environ 30 000 litres d'eau par jour, qui doit être analysée et filtrée au besoin. La durée de vie d'un plant est d'environ 2 ans, et le plant produit est prêt pour la récolte en 45 jours après la transplantation. Des boutures qui coûtent chacun un demi-réal et qui proviennent d'Espagne. Pour ce qui est de l'entretien, ils doivent désherber et tailler les plants aux 5 jours. Tout le travail équivaut environ à 4 heures par jour pour 2 personnes, incluant la régie, la récolte et la mise en marché. Côté mise en marché, 30% de la production est vendue à la ferme et 70% dans les restaurants et épiceries de la région. Le prix est d'environ 20 réals le kilo, soit 7,25 canadiens le kilo. Finalement, la ferme possède aussi une plantation d'eucalyptus dont le but est de produire le bois de construction. Le plant prend 5 à 6 ans afin d'atteindre sa maturité. Le rendement est de 500 tonnes par hectare. Le producteur n'a pas à s'occuper de bûcher, car les compagnies forestières le font en échange de 40% de la récolte. C'est donc un clé en main pour le producteur. Les coûts de production ne sont pas très élevés, car la plantation ne coûte que un demi-réal brésilien par plant, en raison de 3 000 plants par hectare. Notre visite de café a débuté par la rencontre de Roberto, un des responsables d'un site gouvernemental de vulgarisation et de recherche du café. Il nous a d'ailleurs accompagnés toute la journée avec son grand enthousiasme. Il nous informe que la région de Fato, dans le Paraná, comptait jadis 10 000 hectares de culture de café sur un total de 24 000 hectares en culture. Mais aujourd'hui, cette superficie a été réduite à 700 hectares seulement. Il tente de réintroduire le café comme une mesure sociale de développement économique, puisqu'elle est 7 fois plus rentable que le soya à l'hectare pour les paysans. Ensuite, nous sommes allés visiter un autre site gouvernemental qui s'occupe des boutures, de l'amélioration génétique et de la reproduction. Le coût de production pour une bouture est d'environ 1 réal, mais les producteurs ne payent que 15 sous puisque l'État subventionne 85% du coût de production comme mesure incitative. Le café fait partie de la grande famille des rubiacées. Ce site produit environ 30 000 boutures par année et sort environ 5 000 plants aux 2 mois, principalement pour les producteurs de café, bien sûr, mais aussi pour l'utilisation des paysans pour les bandes riveraines, par exemple, ou l'amélioration des sites urbains comme ombrière et pour lutter contre le réchauffement climatique. Par la suite, nous avons visité la plantation d'un producteur de la région. Nous avons eu une explication en détail de la production de A à Z du café. Le plant peut vivre environ 30 ans, mais en moyenne, il vise une durée de 15 ans pour favoriser l'amélioration génétique. Le producteur que nous avons visité était en expansion et prévoyait un grand espacement entre les rangs afin de favoriser la mécanisation de la récolte. L'espacement sur le rang est d'environ 1,5 mètres. Le ratio de grains versus le fruit est de 8 parts de fruits pour 1 part de grains lors de la récolte. Lors de la récolte qui est faite manuellement encore aujourd'hui en sac de 60 litres, pour chaque sac de 60 litres, le producteur reçoit 24 réals et son coût de production est d'environ 15 réals. Par contre, les sacs de grains seulement, une fois écossés, se vendent entre 300 et 350 réals, soit environ 7 réals le kilo de grains. Le rendement moyen sont de 3000 kg à l'hectare de grains de café à l'hectare. Lors de l'implantation, le plant de café produit pour la première année déjà 1500 kg à l'hectare et cette première récolte est suffisante pour payer l'ensemble des frais d'implantation. Donc, à partir de la deuxième année, les producteurs sont rentables. Le coût de production est principalement au niveau de la récolte qui compte 30% du coût de production. Les pratiques de ces producteurs sont certifiées biologiques et ils sont dans démarche pour développer le marché dans ce créneau. Donc, tout de suite après avoir eu visité les champs de café et les producteurs de café, nous avons eu la chance d'aller voir l'usine de café Copacol, qui est l'entreprise locale de la région de Toledo. Copacol, c'est une coopérative qui achète les grains directement des producteurs afin d'en faire la transformation. Avec le charmant Roberto comme guide qui nous a accompagnés tout au long de la journée, on a pu voir tous les procédés de la fabrication de café, de l'arrivée des grains jusqu'à la livraison des sacs une fois la transformation effectuée. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'usine qu'on est allé voir sert d'entreposage, de manutention et d'ensachage des grains. Donc, tous les
Les procédés de classification sont faits dans cette usine-là. Et puis ensuite, la mise en marché est faite dans les supermarchés de la région, les épiceries, etc. Pour commencer, les grains, normalement, ils arrivent dans des camions des producteurs ou dans des sacs de 25 kg, dépendamment de la grosseur de la production. Et puis ensuite, il y a toujours un échantillon de 300 grammes qui est prélevé dans chaque contenu. Puis c'est ce 300 grammes-là qui va être analysé, qui va servir à la classification. Donc, il va passer toutes les étapes pour pouvoir classer le grain puis offrir un prix au producteur en fonction de la qualité. Le 300 grammes de café qui est prélevé parmi la quantité totale, il passe par une série d'étapes pour le nettoyage afin d'enlever toutes les écailles ou les impuretés qu'il pourrait y avoir dans l'échantillon. Ensuite de ça, il est déposé sur une charte qui varie selon les imperfections trouvées dans le 300 grammes. Donc, on peut y avoir de 4 à 360 imperfections par 300 grammes. Donc, on comprend que la charte est quand même assez grande, puis les possibilités sont nombreuses. Le prix que les producteurs reçoivent par kilo de leurs grains est en fonction de la qualité. S'ils ont juste 4 imperfections dans l'échantillon analysé, ils peuvent recevoir jusqu'à 6 et 10 réals par kilo. S'ils sont dans le pire à 360 imperfections, ils reçoivent 3,50 réals par kilo. En dollars canadiens, ça représente une variation de 2,22 à 1,27 $ par kilo. Effectivement, le prix que les producteurs reçoivent par kilo de leurs grains est en fonction de la qualité. S'ils ont juste 4 imperfections dans l'échantillon analysé, ils peuvent recevoir jusqu'à 6 et 10 réals par kilo. S'ils sont dans le pire à 360 imperfections, ils reçoivent 3,50 réals par kilo. En dollars canadiens, ça représente une variation de 2,22 à 1,27 $ par kilo. Pour la production de café, il y a deux façons principales de le faire, soit l'arabica ou le colombia. La méthode de café l'arabica est une récolte tardive à 55% d'humidité et le grain est séché jusqu'à 12%. Pour le colombia, lui, il est plutôt récolté de manière hâtive et que le grain est fermenté au lieu d'être séché. Le grain perd la moitié de son poids une fois séché. Pour l'étape de la torréfaction des grains, c'est une étape de cuisson qui peut varier de plusieurs degrés et c'est cela qui détermine l'intensité du café. Si le grain est plus clair, donc il sera moins torréfié, cela va faire un café plus doux. Si le grain est plus foncé, cela va faire un café plus fort. Par la suite, il va y avoir une dégustation olfactive et dégustative faite par le café moulu ainsi que sur le café dissous dans l'eau chaude. Pour finir sur une bonne note, est-ce que vous savez que le café peut être conservé pendant de 10 à 15 ans s'il est emballé sous vide? Nous sommes allés visiter une ferme de production de canne à sucre. Nous avons vu les 3 principaux aspects sur la ferme, c'est-à-dire la régie de la production au champ, la transformation en alcool et la commercialisation du produit. Tout d'abord, les principaux éléments à savoir pour la production de la canne à sucre au champ est que cette plante a un cycle de vie de 5 ans de production, mais les 8 premiers mois sont non productifs. Or, pour pallier au manque de productivité des plants, l'entreprise implantait des fèves en intercalaire pour ne pas perdre 8 mois de récolte. Il possédait un taux de 100 000 plants à l'hectare pour les semis, mais seulement 80% germaient, donc 80 000 plants au final. Ensuite, il faut savoir que la génétique des plants était faite par l'entreprise. Ils choisissaient eux-mêmes les plants qu'ils voulaient reproduire pour la génération future. Ils choisissaient des plants qui avaient une bonne résistance, capables de perdre ses feuilles rapidement pour faciliter la récolte et aussi des rendements élevés. La monoculture de cette culture amène un problème sérieux au niveau de la compaction du sol, ce qui était un défi pour l'entreprise. Cette culture court environ de 3,5 mètres par année et les rendements étaient environ de 10 tonnes métriques à l'hectare. La culture n'était pas automatisée, mis à part la récolte où il y avait une machine pour la récolter. Or, elle nécessitait quand même 5 personnes pour avoir un bon travail. Malgré cette automatisation, idem pour les semis qui étaient faits de façon manuelle avec le même nombre de personnes. Nous avons ensuite vu les étapes de la transformation de la canne à sucre en cachaça, qui est l'alcool de canne à sucre. Les cannes sont premièrement broyées et le jus est extrait, sert à fabriquer l'alcool.
Généralement, le taux de sucre se situe à environ 15%. Les résidus de canne sont ensuite réutilisés dans les champs. Le jus de canne est tranquillement amené vers le fermenteur de bactéries, où il reste dans le réservoir pendant 24 heures. Après cette étape, le liquide qui sort est appelé vin de canne à sucre et contient un taux d'environ 17,5% d'alcool. Le vin de canne est acheminé vers un réservoir où il est préchauffé et où les tests de qualité sont effectués. Ensuite, le liquide est amené vers l'alambic pendant environ 45 minutes, 1 heure, où il sera chauffé à environ 90 et 92 degrés. Après cette étape, l'alcool se situe entre 40 et 60% d'alcool. L'alcool passe quelques tests de qualité avant d'être finalement envoyé dans des réservoirs en attente d'être livré à l'entreprise Nofoco, qui entrepose l'alcool pendant 6 mois, 1 an pour permettre la stabilisation avant d'être commercialisé. Le producteur produit environ 40 000 litres de cachaça par année à un taux moyen de 48% d'alcool qui est vendu à 5 réals le litre. Cette idée de créer une coopérative de vente d'alcool de cachaça a été créée par Junior Macari. Enseignant à l'université, il a proposé un projet de commercialisation de l'alcool à la canne à sucre. Or, la première compagnie d'exportation de cet alcool a fait faillite, notamment à cause du taux de change qui a freiné les investisseurs à renouveler le contrat. Cependant, Junior est une personne de défis et de passion, donc il décide de recréer une autre compagnie de cachaça et change sa méthode de mise en marché en exportant des produits à l'international et non seulement aux États-Unis, dont le Canada. La compagnie en question a 3 valeurs qui la différencient de toute autre, soit son empreinte environnementale en minimisant la création de déchets, garder une image sociale favorable pour le consommateur par le commerce équitable et continuer la recherche et développement pour obtenir des produits de meilleure qualité possible. Nous avons visité le Centro de Pesquisa Avanzada de Santa Elena, un centre de recherche qui a pour mission de trouver une alternative à la rotation maïs-soya pour qu'un nombre limité d'hectares puisse faire vivre une famille. La culture de fruits est prônée par le centre de recherche. La goyave, l'acérola, la maracuja, l'ananas, le café, le palmier, les vignes, le caoutchouc, les citrons, l'avocat, la mangue et l'orange sont tous des fruits qui sont cultivés par le centre de recherche. La combinaison idéale selon le centre est la goyave, l'acérola, la maracuja et l'ananas. La combinaison de ces 4 fruits est la meilleure pour assurer un revenu stable tout au long de l'année à une famille. Le centre prône des cultures avec des revenus importants à l'hectare qui durent longtemps et qui demandent peu d'entretien. De plus, il tente d'avoir des pratiques durables pour réintégrer la faune locale. À titre d'exemple, l'arbre de la goyave demande d'être taillé durant sa croissance et cette tâche est la plus demandante pour cette production. Cependant, l'arbre produit 27 tonnes de fruits à l'hectare et son revenu est de 8 $ le kilo, pour un revenu à l'hectare de 216 000 $. Pour sa part, l'acérola, un petit fruit avec une concentration en vitamine C de 3 oranges, produit 3 tonnes à l'hectare pour un revenu de 24 000 $ à l'hectare. Cette production ne demande aucun entretien aux producteurs. La production de maracuja est la plus complexe sur le centre, puisqu'elle doit être pollinisée à la main, car la présence d'abeilles est trop faible dans la région pour polliniser les fleurs. Une fois pollinisés, les plants produisent 10 kg par année pour un revenu de 8 à 12 $ le kilo. Les fruits sont consommés en fruits frais ou en jus. Lors de la visite, les étudiants ont eu la chance de goûter un cœur de palmier frais, assaisonné de sel et de vinaigre. Le samedi 9 mars, nous avons eu l'opportunité de visiter l'université privée de Cascavel où 14 000 étudiants paient environ 545 $ canadiens par mois pour étudier, dont environ 1000 de ces étudiants en agronomie et 1000 autres en programme vétérinaire. Le programme dure environ 4 ans pour les études de jour, mais 5 ans à 6 ans pour les études de soir et 70% des étudiants suivent le cursus de soir avec des cliniques pratiques obligatoires le samedi matin. L'université possède 600 hectares en production végétale avec quelques productions animales. Le professeur Elohir nous a fait la présentation détaillée de l'ensemble des cursus de l'université
Il nous a fait visiter les différents sites de production maraîchère, production d'arbres fruitiers, de soya, de riz, de maïs grain, de céréales. L'université fait plusieurs projets de recherche avec les producteurs de la région. Le principal objectif est d'améliorer la résistance naturelle du maïs et du soya aux ennemis de culture, soit les maladies et les insectes. Il faut savoir que dans le climat du Brésil, où il y a 3 récoltes intensives par année, il y a aussi multiplication des insectes et des maladies. Les compagnies internationales comme Monsanto et les autres ont arrêté d'investir dans les OGM puisqu'après 2 ou 3 ans, leurs produits n'étaient plus résistants et donc plus achetés par les producteurs. Il n'y avait plus de rentabilité. Il y a plusieurs problématiques au niveau de la régie de production au Brésil, notamment l'application de pesticides et d'insecticides de façon intensive à raison de 2 à 4 applications par récolte à 3 récoltes par année, ce qui fait de 6 à 12 applications. Dans l'après-midi, nous avons eu l'opportunité d'être accueillis chaleureusement au café étudiant par les étudiants de l'Université de Cascavel, qui nous ont préparé un sympathique barbecue, mais aussi, disons, un accueil à l'étudiant avec des communications pas nécessairement en brésilien, mais dans un langage international. Et rapidement, les liens se sont tissés entre nos étudiants québécois et brésiliens, ce qui promet, bien sûr, pour la suite des choses. Dans le cadre de la visite du Collège d'agriculture de Toledo, nous avons eu la chance d'avoir comme guide le professeur José Augusto. Tout d'abord, notre arrivée en fin d'après-midi nous a permis de rencontrer les élèves de l'école durant leur pause. Environ 400 étudiants fréquentent le collège. Par la suite, nous nous sommes dirigés dans un local pour voir une vidéo promotionnelle du collège. Cela nous a permis d'avoir une idée générale de l'école avant de faire la visite des installations. Les collèges au Brésil accueillent des étudiants de 14 à 18 ans. Ils terminent leur secondaire tout en effectuant une formation professionnelle technique, soit l'équivalent d'environ 1 année et demie à l'ITA. Par la suite, les étudiants soit poursuivent à l'université ou se dirigent vers le marché du travail. L'école est publique, mais les étudiants sont sélectionnés sur concours et une fois acceptés, ils sont logés et nourris par le collège. Les professeurs partagent leur temps de travail environ à 50% à l'enseignement et 50% à des projets de vulgarisation et du travail technique direct avec des entreprises agricoles de la région. Il y a d'abord un jardin pédagogique dont le principal objectif est de fournir la cafétéria de l'école en nourriture, comme que les élèves sont principalement pensionnaires. Du même coup, le jardin est utilisé dans le cadre des cours pour faire des essais au champ sur différentes cultures, fertilisation, espacement, rotation, techniques de désherbage, etc. Pour la protection des plantes du jardin contre les différentes intempéries climatiques telles que la grêle, ils installent des filets protecteurs par-dessus la culture. Pour la sécheresse, il y a des systèmes d'irrigation pour optimiser chaque culture à son plein potentiel. Comme ils n'utilisent pas de pesticides de la gestion des insectes, ils utilisent des plantes qui attirent des insectes bénéfiques pour contrer les insectes nuisibles. Le jardin compte principalement les cultures de roquettes, laitue romaine et frisée, courges, piments, choux, oignons. L'hiver, la région est propice à des épisodes de temps frais près du seuil de 0 degrés Celsius. Ils utilisent les arbustes en culture intercalaire pour la protection du froid. La régie générale des cultures dans le jardin pédagogique est très similaire à la régie que l'on peut observer dans des petites fermes de paniers bio au Québec, à la différence qu'il y a des récoltes toute l'année au Brésil. La plupart des cultures du jardin sont en partie en serre par transplant. Pour eux, les serres sont peu coûteuses vu la température plus clémente qui engendre moins de frais qu'au Québec avec des structures simples et non chauffées. Il y a par contre l'utilisation systémique de filets anti-insectes dans toutes les serres. Comme autre projet, il y a aussi un essai de réintroduction de la culture du café présentement sur le campus. Cette culture permet une récolte en 3 à 5 ans après le semis au champ. Afin de compenser l'absence de revenus pendant les premières années, il faut un intercalaire de fèves ou avoine pour générer un revenu supplémentaire en attendant. Aussi, il y a un test sur la culture du melon d'eau que les élèves de dernière année ont commencé cette année.
Le projet consiste à semer des melons d'eau de différents cultivars pour tester leur résistance aux maladies. Le semis est comparable à nos pratiques, soit 1,5 m entre chaque plant sur le rang et 3 mètres d'espacement entre chaque rang pour laisser de l'espace à se développer. Aussi, pour grossir plus facilement pour faciliter l'aération des plants, ce qui limite les maladies fongiques. Par la suite, M. Augusto nous a présenté un autre projet étudiant tout près de celui des melons d'eau, qui consiste à produire une variété de maïs non transgénique et sans intrants culturaux. Afin de compétitionner les mauvaises herbes et parer aux pertes de plants dues aux ennemis de culture, les étudiants ont augmenté le taux de semis à 85 000 plants à l'hectare, comparativement à la moyenne de la région qui se situe autour de 70 000 plants à l'hectare. Malheureusement, nous avons pu observer que le test n'a pas fonctionné comme prévu puisque le maïs était infesté de piraires. Pour tous les projets, ce sont les élèves qui mènent et décident de A à Z où ils sont évalués pour la bonne tenue de leur projet. Il y a seulement 2 projets qui sont plus dispendieux, soit l'orange et la lime, qui ne sont pas totalement contrôlés par les élèves. La direction de l'école et le département de l'agriculture sont également impliqués. Aussi, l'école d'agriculture a des installations pour plusieurs sortes d'essais, autant végétales qu'animales. Chèvres, moutons, poules, bœufs, etc. La journée s'est terminée par une collation qui nous a été offerte par le collège. Bref, nous avons été reçus comme des rois. Nous en sommes rendus à la fin de l'aventure qui nous a permis de découvrir les 1001 Brésil, où ce géant au pied d'argile, des méga-entreprises aux micro-exploitations, tout devra coexister si le Brésil veut réussir. Merci du fond du cœur au groupe d'étudiants qui ont fait de ce projet une réussite. On dit toujours, la jeunesse sait faire ce que l'expérience croit impossible, et c'est vrai. Un clin d'œil spécial à Marc Dallaire, notre géo brésilien qui nous a rendu tant de services, qui nous a sauvé la vie plusieurs fois. Un salut tout spécial à notre héroïne de l'ombre, Karine Meirens, qui a su par son professionnalisme et ses grandes qualités humaines être la clé du succès de cette aventure. J'espère que cette aventure vous marquera pour longtemps et que les valeurs de solidarité développées lors de cette aventure viendront s'ancrer dans vos projets ici au Québec. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. N'oubliez jamais que tout commence par un rêve et s'il vous plaît, continuez de rêver.